L'image qui a tout révélé au grand jour n'était ni un document officiel, ni un communiqué de presse du palais. C'était une chaise vide, une simple chaise vide lors d'une réception d'État, dont le nom était plus éloquent que n'importe quelle déclaration, car la reine Camilla n'y était pas assise. La raison de son absence: elle venait de quitter une réunion du Conseil où elle avait été officiellement, formellement et très discrètement écartée de la lignée royale. Non pas divorcée, non déchue de son titre, non pas bannie du palais, mais séparée de l'avenir de la couronne de façon si radicale que toute l'influence qu'elle avait mis des décennies à bâtir s'évapore dès le départ du roi Charles. Le plus incroyable, c'est que Charles était au courant avant même qu'elle n'entre dans la pièce. Avant d'aborder la chronologie des événements, les réunions secrètes et les notes manuscrites, abonnez-vous à Crown Watch pour ne manquer aucune mise à jour de cette affaire. À présent, revenons sur ce qui s'est réellement passé dans cette pièce. Le Conseil de la Maison Royale, ce groupe secret de hauts fonctionnaires et de membres de la famille royale chargés des questions institutionnelles urgentes, s'était réuni pour régler une affaire qui couvait depuis des semaines. Il a été confirmé que Camilla Parker B.S. n'aurait plus aucune place dans la continuité institutionnelle de la monarchie. Voilà pour le jargon du palais. Alors, voyons ce que cela signifie concrètement. Elle reste reine pendant le règne de Charles. Elle conserve le titre, les devoirs, le rôle public, tout. Mais elle perd son autorité en matière de succession, tout rôle dans une régence d'urgence et toute protection qui aurait pu avoir une influence au-delà de la vie de son époux. Le décret n'a pas mis fin à son mariage, ni ne l'a déchu de sa couronne. Il a eu une conséquence plus radicale. Il stipulait qu'aucun pouvoir lié à sa position ne pouvait être transmis à ses enfants, à ses proches, à ses conseillers de la Maison royale, ni à sa fondation personnelle. Des années de travail resteraient visibles, mais rien ne deviendrait permanent. Le Lord Chamberlain termine la lecture du document à haute voix, et Camilla ne proteste pas. Elle ne demande aucune explication et ne se tourne pas vers Charles pour obtenir sa protection. Elle recule sa chaise, retire le dossier de synthèse du palais de ses genoux et sort sous le regard stupéfait de Cordier qui la surveille en silence. À cet instant, elle se tourne vers Charles et attend un bref instant. Elle s'attend à ce qu'il conteste la décision, rejette le document, prononce son nom, quelque chose. Il ne fait rien de tout cela. Il baisse les yeux sur les papiers devant lui et ce petit mouvement lui dit ce que personne n'avait osé dire à voix haute. Il le savait. Il le savait avant même qu'elle n'entre dans la pièce. Camilla referme le dossier et avec précaution et dit: « Vous avez déjà décidé qui je suis. » Ces mots résonnent plus fort que la colère elle-même. Elle pose le dossier sur la table, se lève avant que le roi n'ait pu répondre et se dirige vers les portes, dissimulant son humiliation derrière un calme imperturbable. Et voici le détail qui en dit long sur l'autre personne présente dans la pièce. William ne bouge pas. Il n'a pas l'air victorieux, mais il n'a pas l'air choqué non plus. Son immobilité suggère une préparation, et Charles le remarque. Tandis que les portes se referment derrière son épouse, le Lord Chamberlain recouvre d'une main une seconde page scellée. Ce document caché nomme les membres de la famille royale qui hériteront de toutes les responsabilités que Camilla vient de perdre. Charles finit par regarder son fils et lui demande: « Depuis combien de temps prépares-tu cela ?» Cette question est le point de rupture. Derrière l'annonce du palais se cachent 3 personnes liées par l'amour, le devoir et des souvenirs indélébiles. Et tous 3 croient défendre la monarchie. Camilla perçoit cette décision
comme la destruction de tout ce qu'elle a mis des décennies à construire. Charles la voit comme une punition qu'il n'a pu empêcher. William, quant à lui, y voit tout autre chose. Un rempart protecteur érigé autour de la future couronne. Un seul d'entre eux peut décider de l'avenir de la monarchie. Et c'est là que ça se complique. Camilla avait passé des années à transformer sa survie en influence. Elle avait bâti cette influence grâce à des œuvres caritatives, des postes au sein de la maison royale, des obligations cérémonielles et un accès constant au roi. Ces rôles étaient importants car ils lui offraient bien plus qu'un simple statut. Ils lui garantissaient une place durable au sein du système royal, un réseau de relations et d'engagement censé perdurer. Le nouvel ordre menaçait de réduire chaque réussite à un privilège temporaire, chose acceptée sous le règne de Charles, mais lui refusait toute place permanente dans l'avenir de la couronne. Et c'est une distinction brutale quand on y pense. Elle pouvait accomplir sa tâche, garder le sourire en toutes circonstances, soutenir le roi et construire son héritage, mais rien de tout cela ne survivrait à la mort de son époux. C'est comme si on vous disait « Votre carrière entière a une date de péremption liée au rythme cardiaque de quelqu'un d'autre. » William portait un fardeau différent. En tant qu'héritier direct, premier dans l'ordre de succession au trône, il avait commencé à examiner chaque promesse sous l'angle de ce qui survivrait après son père. Il craignait que des arrangements privés liés à Camilla, à sa maisonnée ou à sa famille élargie ne deviennent des obligations pour son propre règne. Pour lui, cette décision n'était pas une vengeance. C'était une rupture nette, destinée à protéger Catherine, George, Charlotte et Louis, d'accords qu'il n'avait jamais approuvés. Et c'est une préoccupation tout à fait légitime à bien y regarder. Si les privilèges informels, les rôles consultatifs et les réseaux caritatifs se perpétuent automatiquement d'un règne à l'autre, on hérite en réalité de la structure de pouvoir d'autrui sans y avoir jamais consenti. Guillaume tenait à ce que son règne débute selon ses propres choix et non avec les obligations inhérentes à la fonction de sa belle-mère. Charles resta seul dans la salle du conseil après le départ des autres. Il posa une main sur la chaise vide à côté de lui et ressentit toute la gravité de la situation. Le roi aime sa femme. Personne ne le conteste sérieusement. Mais il sait aussi que les craintes de son fils ne peuvent être ignorées. Négliger Guillaume aurait pu engendrer une bataille constitutionnelle entre le monarque régnant et son successeur. Un conflit suffisamment puissant pour diviser la famille avant même que la succession ne commence. Charles se trouvait donc pris entre la protection de sa femme et la préservation de la transition vers son fils, deux choses devenues en quelque sorte incompatibles. Camilla était assise dans son bureau, les documents de synthèse non signés devant elle. Elle retira une broche royale et la posa à côté du dossier. Elle était en colère contre William, mais la blessure la plus profonde était celle infligée par Charles. Il l'avait laissée entrer dans cette pièce sans prévenir, sachant qu'elle apprendrait la décision devant tout le monde. Ce n'était pas un simple désaccord politique. C'était un mari qui laissait sa femme se faire piéger. Pendant ce temps, William examinait à nouveau le projet confidentiel et plusieurs fonctions étaient marquées pour être transférées à Catherine, la princesse de Galles. Les changements étaient plus importants que Camilla ne l'avait d'abord imaginé. Puis, Charles découvrit une note privée montrant qu'il s'était battu pour atténuer la proposition initiale et préserver son rôle cérémoniel. Camilla répondit par un message manuscrit. « Viens sans tes assistants. Dis-moi qui a vraiment pris cette décision. » La confrontation était inévitable, mais sa cause résidait dans un moment enfoui que personne n'avait oublié. La décision ne s'était pas fondée sur un document légal ou un vote formel.
Tout a commencé 6 semaines plus tôt, lors d'une réunion privée à Windsor, où une simple phrase a transformé la suspicion en résistance ouverte. Camilla était venue s'attendre à une approbation pour un arrangement administratif sans conséquence. William, lui, est reparti convaincu que la future couronne était discrètement cernée. Charles a tenté de les calmer, mais le mal était fait. Dès lors, chaque silence est devenu une preuve, chaque signature une menace, et la confiance s'est évaporée. Voici ce que Camilla proposait réellement. Créer un rôle de continuité, un accès consultatif temporaire destiné à assurer la stabilité du fonctionnement du palais lors de la transition entre deux règnes. Son argument, son cabinet privé pourrait gérer les œuvres caritatives, le personnel et les engagements protocolaires pendant la période délicate entre le décès de Charles et l'accession au trône de William. À ses yeux, il s'agissait d'éviter toute confusion durant le deuil national. Pour William, c'était l'autorité qui tentait de survivre à ses limites légitimes. Il est arrivé à la clause de soutien et l'a lue 2 fois. Cette disposition autorisait certains conseillers de la fondation caritative de Camilla à continuer de travailler dans les locaux royaux pendant 12 mois après la fin du règne du roi. William a donc demandé pourquoi des personnes choisies par sa belle-mère devaient rester au palais après son accession au trône. Sa voix restait maîtrisée, mais la colère du futur roi était indéniable. Il percevait une accusation sous chaque mot soigneusement choisi. Charles prit aussitôt la défense de sa femme. Il insista sur le fait que des années de service lui avaient valu sécurité, respect et une transition digne. Il rappela à son fils qu'elle l'avait soutenu face aux critiques et avait assumé des responsabilités que d'autres avaient refusé d'assumer. William ne nia pas sa contribution. Il répondit simplement que la dignité n'était pas un héritage d'autorité. Le monarque comprit alors que son mariage et sa succession tiraient dans des directions opposées. Camilla glissa le projet vers William et dit « La couronne ne renaît pas simplement parce que le trône change de main. » William referma le document et le lui repoussa. « Sous mon règne, ce sera le cas. » Cet échange marqua un tournant décisif. Le prince commanda discrètement un audit confidentiel, un examen privé destiné à identifier tous les privilèges informels qui pourraient perdurer après le règne de Charles sans l'approbation du souverain suivant. C'est alors que la princesse Anne entra en scène de manière cruciale. Anne se joignit rapidement à la discussion et avertit William, dans une note privée et écrite, qu'un pouvoir flou pouvait engendrer des rivalités et affaiblir le monarque. Son soutien apporta à William la crédibilité dont il avait besoin, car la réputation d'Anne est irréprochable en matière de devoir et de discipline. Les autorités ne pouvaient pas rejeter l'avis comme un simple ressentiment personnel, alors que la princesse royale l'appuyait par un avis écrit officiel. Camilla a découvert la vérité 3 jours avant la réunion d'urgence. Elle a trouvé les mots « Operation Clearline » dans sa dans un agenda familial mal classé et a compris que William était passé de la résistance à l'action. Lorsqu'elle convoqua Charles seul, la dispute ne portait plus sur une simple clause. Il s'agissait de savoir s'il avait protégé sa femme ou s'il avait sacrifié son avenir. Charles entra dans le salon de Camilla sans équerre ni conseiller particulier. Elle se tenait près de la cheminée, le document du palais ouvert à la main. Pendant plusieurs secondes, aucun des deux ne parla. Puis elle lui demanda s'il était au courant. Le roi hésita, et cette hésitation en disait long. Ce qui suivit
n'était pas une discussion constitutionnelle entre souverain et épouse. C'était une confrontation entre un mari qui avait fait des compromis et une femme qui pensait que l'homme qu'elle défendait avait permis à la couronne de l'effacer. Charles admit qu'il avait reçu la recommandation finale 48 heures plus tôt. Il s'agit de l'avis officiel transmis au souverain avant une décision majeure, précisant la marche à suivre selon les responsables du palais. Il affirma avoir passé ces 2 jours à tenter d'adoucir les propos, à préserver le rôle cérémoniel de Camilla et à empêcher que l'ordre ne devienne une exclusion totale. Le roi insista sur le fait qu'il s'était battu pour elle. Elle n'entendit que son échec silencieux. Camilla rejeta immédiatement cette distinction. Rester aux côtés de Charles lors des cérémonies n'avait plus aucune importance si toute son autorité disparaissait à la fin de son règne. La reine était convaincue que le palais exigeait son service sans son avenir, sa loyauté sans protection, et son sourire public sans laisser de place durable aux personnes ou aux causes qu'elle avait bâties autour d'elle. Elle s'approcha et pressa le document contre la poitrine de Charles. Vous les laissez m'effacer tout en me demandant de continuer à sourire à vos côtés. Charles serra le dossier dans sa main, mais ne put répondre immédiatement. L'Écureuil confessa alors ce qui l'avait le plus effrayé. Rejeter la recommandation aurait pu écarter William du processus de transition, ce processus confidentiel qui prépare l'héritier à assumer pleinement le pouvoir lors de la succession. Il avait choisi l'unité avec son fils, car une succession brisée risquait de nuire à la monarchie elle-même. Il savait que ce choix blesserait Camilla. Il le fit malgré tout. Camilla exigea de savoir si William avait rédigé la clause finale. Charles répondit par la négative, mais son visage trahissait la vérité. Le prince avait insisté sur le principe fondamental. Rien de lié à son réseau privé ne survivrait automatiquement à son règne. Le roi révéla alors la pression finale à travers une conversation consignée dans ses notes de briefing privé. Anne l'avait averti que 2 centres de loyauté rivaux pourraient déchirer la famille lors d'une succession. Les paroles de la princesse royale l'ont convaincu que l'enquête ne pouvait plus être arrêtée. Camilla retira la petite broche en forme de couronne que Charles lui avait offerte après leur couronnement. Elle la posa près de sa main et annonça qu'elle n'assisterait pas à la réception du soir. Charles regarda la broche, puis son épouse. Il promit d'aller confronter Guillaume en personne, non pas pour revenir sur sa décision, mais pour savoir jusqu'où était allée la restructuration. Le roi la laissa en silence et se dirigea droit vers l'héritier, qui était déjà en train de redessiner le palais en vue d'un futur règne. Guillaume ne retut pas son père dans une grande salle. Il attendit dans un petit bureau du palais, avec seulement 2 dossiers et une liste manuscrite sur le bureau. Cette simplicité troubla Charles plus que n'importe quelle cérémonie. Ce n'était pas une rébellion jouée devant des témoins. C'était une stratégie aboutie. Le prince avait examiné les nominations, les résidences, les fondations, les privilèges consultatifs et l'accès privé. L'exclusion de Camilla de la lignée royale n'était pas la décision finale. Ce n'était que la première conséquence visible. William comprenait les limites de son pouvoir actuel. En tant qu'héritier, il ne pouvait ni réécrire le règne de Charles, ni destituer la reine de ses fonctions, ni diriger la maison royale. Mais la planification de la succession, le travail privé de préparation du règne suivant, lui conférait une autre forme d'autorité. Il pouvait refuser d'hériter d'engagements informels et dissocier les autorisations temporaires des responsabilités
que la future couronne serait censée assumer. Anne avait renforcé cette position. La princesse royale estimait que la continuité devait protéger la monarchie elle-même et non préserver les réseaux personnels autour d'un seul membre de la famille royale. Ces conseils, consignés par écrit, ont convaincu les officiels inquiets que la campagne de William n'était pas simplement une attaque contre Camilla. Le soutien d'Anne a donné à ces limites un caractère nécessaire, rigoureux et bien plus difficile à ignorer pour Charles. Charles regarda son fils et posa la question qui l'avait suivi depuis la chambre de sa femme. S'agissait-il vraiment d'une question de clarté constitutionnelle ou bien d'une vieille colère dissimulée sous le voile du devoir? La mâchoire de William se crispa. Le roi avait prononcé la crainte que ni l'un ni l'autre ne voulait nommer. Le passé n'avait jamais disparu. Elle avait simplement appris à rester silencieuse dans toutes les conversations concernant l'avenir. William refusa de s'excuser. Le prince déclara qu'il ne permettrait pas à George, Charlotte et Louis d'hériter d'un palais divisé par des promesses qu'ils n'avaient jamais faites. Ses enfants ne commenceraient pas leur vie publique prisonniers d'arrangements conclus avant qu'ils ne soient en âge de les comprendre. Charles ne perçut aucune cruauté dans sa voix. Cela rendit la situation définitive encore plus effrayante. Catherine s'était déjà interrogée sur le prix à payer. Avant la réunion, la princesse de Galles avait demandé à William si la protection de la couronne impliquait d'humilier Camilla devant toute la maisonnée. Il marqua une pause avant de répondre. Le futur héros était toujours convaincu du bien fondé de la décision, mais elle l'avait contrainte à admettre que le départ avait pris une tournure plus brutale que la politique elle-même. William ouvrit le second dossier. La page scellée désignait Catherine et Anne comme co-responsables des tâches de transition de Camilla, l'autorité finale revenant au monarque régnant ou à son héritier direct. Charles lut une première fois, puis une seconde. Un pouvoir lui restait. La restructuration ne pouvait entrer pleinement en vigueur tant que le roi n'aurait pas signé l'ordre d'application, le document qui transformait le plan en acte contraignant pour le palais. William avait eu gain de cause, mais Charles détenait toujours le pouvoir de décision. Le monarque rapporta l'ordre dans son bureau privé où la chaise vide de Camilla l'attendait de l'autre côté de la pièce. Le palais avait décidé de son avenir par écrit. Charles devait maintenant choisir s'il pouvait signer la décision qui avait brisé son mariage. L'ordre d'application resta non signé pendant près de 3 heures. Charles était assis seul, son stylo-plume ouvert à côté de lui. De l'autre côté de la pièce se trouvait le fauteuil que Camilla occupait habituellement lors de leur réunion du soir. Aucun conseiller n'entra. Aucun téléphone ne sonna. Le roi bénéficiait d'un moment d'intimité, mais il avait le sentiment d'être abandonné. Lorsqu'il prit enfin la plume, il ne choisissait pas entre le bien et le mal. Il choisissait la relation dont la monarchie pouvait se passer. Le bureau de Camilla Est restait paralysé tant que le document attendait la signature de Charles. Son personnel ne pouvait approuver les nominations à long terme, les accords de continuité, ni les engagements visant à prolonger son action au-delà de son règne. Ces restrictions étaient cruciales, car chaque signature retardée plongeait le palais dans un état de flottement, tiraillé entre l'autorité de la reine actuelle et les limites que William entendait imposer en tant que futur souverain. Les secrétaires du palais ont discrètement entrepris une réorganisation. Elles ont retiré les dossiers de transition du bureau de Camilla et les ont transférés dans une armoire sécurisée partagée par William, Catherine et Anne. Les dossiers de transition sont les archives privées servant à préparer les fonctions, le personnel et l'autorité en vue du passage de témoins entre deux monarques. Leur déplacement signifiait que la reine était déjà séparée de l'avenir
avant même que l'encre ne scelle officiellement cette séparation. Charles baissa la plume et écrivit lentement son nom. Il marqua une pause sur la dernière lettre, puis déposa un stylo à côté de l'ordre. Le roi comprenait que sa signature protégeait la succession de toute prétention concurrente. Il savait aussi qu'elle confirmait la plus profonde crainte de Camilla. Contraint de choisir, il avait placé l'avenir de la couronne au-dessus du sien. Camilla revint brièvement chercher ses papiers personnels. Elle ouvrit l'armoire de continuité et la trouva vide. Un cordonnier lui expliqua que les dossiers avaient été déplacés sur ordre royal. La reine le remercia calmement et attendit son départ. Puis, elle s'agrippa au bord du bureau, se confrontant à une réalité qu'elle ne pouvait plus nier. Elle fit savoir qu'elle n'accompagnerait pas Charles à la réception du soir. Son absence obligea le palais à choisir entre admettre le conflit et fournir une explication anodine. Chaque option comportait des risques. Le silence risquait d'éveiller les soupçons, tandis que l'honnêteté pouvait révéler une fracture familiale avant même que le nouvel ordre ne soit établi. Catherine a refusé la place que lui proposaient les officiels pour occuper le siège de Camilla auprès du roi. La princesse de Galles a déclaré que cette transition ne devait pas être perçue comme la victoire d'une femme sur une autre. Elle accepterait les responsabilités futures, mais refuserait de transformer l'humiliation en triomphe. Ce fut un moment révélateur, car Catherine avait compris une chose souvent oubliée dans ses luttes de pouvoir. L'opinion publique compte autant que les formalités juridiques. Si elle avait pris place, cela aurait donné l'impression qu'elle piétinait la tombe de Camilla. Et ce genre d'image marque les esprits. Elle a donc pris la parole. La princesse royale était présente aux côtés de son frère, offrant une stabilité sans pour autant prétendre remplacer son épouse. Charles remarqua l'attention portée à l'espace vide où Camilla aurait dû se tenir, et Anne comprit que cette absence était plus éloquente que n'importe quelle déclaration officielle. Tard dans la nuit, Camilla envoya une requête privée à William. Elle souhaitait le rencontrer le lendemain matin, sans Charles, Catherine, Anne ni le personnel du palais. La signature officialisait la décision. La reine entendait désormais affronter l'homme qui l'avait rendue inévitable. Camilla attendait déjà lorsque William entra dans le petit salon. Aucun dossier ne les séparait. Aucun conseiller n'attendait derrière les portes et aucun roi n'était présent pour atténuer leurs propos. Pour la première fois depuis le début de la crise, la reine et l'héritier se faisaient face non pas comme des figures rivales, mais comme deux personnes issues de la même famille et marquées par une même histoire. Elle ne lui demanda pas de revenir sur sa décision. Elle lui demanda pourquoi il la jugeait nécessaire. Camilla abandonna d'abord l'argument juridique. Elle dit à William qu'elle comprenait son droit de refuser des engagements s'étendant à son règne. Ce qu'elle ne pouvait accepter, c'était l'idée que ses années auprès de Charles ne lui aient conféré aucune légitimité dans l'histoire royale. La reine avait enduré l'hostilité publique, assumé ses devoirs durant des années difficiles et soutenu le roi lorsque la monarchie avait besoin de stabilité. Effacer son influence future était une chose. Faire paraître son service temporaire et jetable en était un autre. William répondit avec précaution. Le prince expliqua que l'ordre ne lui retirait ni son mariage, ni son titre, ni ses fonctions publiques, ni sa position auprès de Charles. Il établissait une limite pour le règne suivant. Cette limite était importante car aucun membre de la famille, conseiller familial ou réseau caritatif, ne devait hériter automatiquement de l'accès à la couronne lors de sa transmission à un nouveau souverain. Il protégeait la fonction, il ne réécrivait pas son passé. Camilla avait bien compris la nuance,
mais la blessure profonde demeurait. Elle confia à William qu'elle avait vécu des années en sachant qu'il ne lui ferait jamais entièrement confiance. Son départ n'était pas dû à une seule clause, mais au silence de Charles, tandis que cette méfiance devenait la politique du palais. À cet instant, elle crut que même son époux avait décidé que la suspicion primait sur la loyauté. William ne justifia pas la cruauté de la procédure. Il admit que l'annonce n'aurait jamais dû être faite sans avertissement. Le prince soutenait toujours la décision, mais il reconnut que la clarté constitutionnelle avait été pervertie en humiliation personnelle. Son honnêteté changea l'atmosphère. Camilla s'attendait à de la résistance. Au lieu de cela, elle entendit un discours de responsabilité. Puis la reine proposa une mesure inattendue. Elle dissoudrait elle-même le bureau de continuité contesté et renoncerait à tous les privilèges post-règne liés à sa famille. En contrepartie, le palais enregistrerait la décision comme un acte de service volontaire plutôt que comme une expulsion. Un revirement remarquable. Elle accepte la même conséquence, la perte de son influence future, mais la présente comme un choix plutôt que comme une punition. William accepta de modifier la déclaration publique. Celle-ci reconnaîtrait officiellement le travail de Camilla durant le règne de Charles, tout en confirmant que son autorité prenait fin avec sa souveraineté. Son héritage perdurerait, son influence ne deviendrait pas héréditaire. Camilla fit glisser l'ordre initial sur la table. William déposa la page amendée à côté. Après un long silence, elle prit la plume et signa la rénonciation volontaire. Le prince lui annonça que la déclaration révisée serait annoncée dans l'après-midi. Camilla le regarda et répondit « Cette fois, je ne partirai pas. » Leur accord transforma la crise, mais le monde avait déjà vu la reine partir. Désormais, le palais devait expliquer son retour. À l'aube, le départ de Camilla avait franchi les murs du palais. Les chaînes de télévision passèrent en boucle les images de sa voiture quittant Buckingham Palace sans Charles. Les rédacteurs en chef des journaux préparèrent des éditions spéciales. Les commentateurs royaux débattaient de la signification du décret et des foules se rassemblaient derrière les barrières à l'extérieur des grilles. Pourtant, l'image la plus marquante restait à venir. Quelques heures après sa défaite publique, la reine retourna à la même entrée du palais, cette fois aux côtés de William, portant la déclaration amendée qu'elle avait signée elle-même. Le palais perdit presque aussitôt la maîtrise de l'affaire. Les médias ont relayé une rupture sans précédent entre la reine et l'ordre de succession, c'est-à-dire le processus direct de transmission de la couronne d'un monarque à l'autre. Certains ont présenté Camilla comme victime d'une purge institutionnelle froide et délibérée. D'autres ont soutenu que William avait protégé son futur règne des influences privées. Chaque version véhiculait le même message. Le conflit familial privé était devenu un spectacle national. Charles restait à l'écart. Le roi annula une audience privée et resta à Buckingham Palace. Si les spéculations allaient bon train, son absence avait une importance capitale car le public ne voyait plus seulement un différend constitutionnel. Il voyait un mari qui n'avait pas suivi son épouse et un mariage qui risquait de se briser sous le poids de la couronne. Camilla bénéficia soudain de la sympathie de ceux qui l'avaient mise en doute pendant des années. L'image de son départ en solitaire brisa le carcan du protocole royal et révéla une part d'humanité douloureuse. Les téléspectateurs ont assisté à l'humiliation, à l'isolement et à la souffrance d'une femme contrainte d'encaisser le rejet sans la protection des hommes auprès desquels elle avait servi. William est devenu la cible d'une colère grandissante. Les commentateurs ont accusé le prince de faire preuve d'une cruauté calculée envers l'épouse de son père.
Catherine suivait les événements à ses côtés et l'avertissait que le silence risquait de faire confondre prudence constitutionnelle et vengeance personnelle. La princesse de Galles savait que le futur roi pouvait protéger la couronne sur le papier et perdre, malgré tout, la confiance du public. Puis parut l'édition du soir. La reine qui s'éloignait s'étalait en une. Sous le titre, une image bouleversante. La chaise vide de Camilla lors de la réception d'État. Cette simple absence traduisait la crainte de la nation qu'un lien irrémédiable se soit brisé. Des centaines de personnes se rassemblèrent devant Buckingham Palace lorsqu'un média annonça le retour de Camilla. Un silence pesante s'installa lorsque la reine descendit de voiture aux côtés de William plutôt que de Charles. Elle tenait la déclaration amendée et s'exprima d'un ton résolument solennel. J'ai volontairement renoncé à toute autorité s'étendant au-delà du règne du roi. Servir la couronne ne doit jamais impliquer de s'approprier son avenir. William resta à ses côtés, acceptant les critiques et l'accord. Puis, les portes du palais s'ouvrirent. Charles apparut seul et attendit que Camilla s'approche de lui. La déclaration publique avait mis fin au conflit constitutionnel. Seule leur retrouvaille permettrait de savoir si les blessures personnelles pourraient être surmontées. Charles ne s'approcha pas immédiatement de Camilla. Il resta sous l'arche du palais tandis qu'elle traversait la cour. La renonciation signée était collée contre son flanc. William s'arrêta quelques pas derrière elle, laissant époux et épouse affronter seuls les conséquences de leurs actes. La reine avait perdu toute prétention à une place durable au sein de l'appareil d'État. Le roi avait perdu l'illusion que l'amour puisse la protéger de la succession. Pourtant, aucun des deux n'avait perdu le choix final. Ce moment les détruirait-il ou les redéfinirait-il? La position de Camilla était désormais sans équivoque. Elle resterait reine durant tout le règne de Charles, poursuivrait ses fonctions cérémonielles et continuerait de diriger les œuvres caritatives qu'elle avait mises des années à bâtir. Mais l'accord final, le traité formel définissant ce qui subsisterait après le règne en cours, traçait une limite infranchissable. Aucun poste, conseiller, privilège ou autorité qui lui était lié ne serait automatiquement transféré à l'accession au trône de William. William avait assuré la succession au trône autour de Catherine George et la succession directe, Anne soutenant la couronne chaque fois que la stabilité l'exigeait. Le prince n'avait pas écarté Camilla du présent. Il avait simplement empêché sa famille, ses enfants et son entourage d'acquérir une influence héréditaire durant son règne. Charles s'est finalement avancé vers sa femme. Le roi ne défendit pas sa décision et ne se retrancha pas derrière son devoir royal. Il admit qu'il aurait dû la prévenir avant la réunion du Conseil et reconnut que permettre à Camilla d'entendre le jugement en public avait été lâche, même si le respect de la Constitution était nécessaire. Camilla écouta sans l'interrompre. La reine confia à Charles qu'elle pouvait plus facilement pardonner cette décision que son silence. Elle ne reprit pas l'épingle en forme de couronne qu'elle avait retirée lors de leur confrontation. Ce symbole représentait la confiance perdue, mais elle lui prit la main et accepta de l'accompagner au palais. Guillaume lui offrit un cadeau plus durable qu'une simple excuse. Le compte-rendu final du palais stipulait que Camilla avait volontairement placé la succession incontestée au trône au-dessus de la protection de sa propre influence future. La formulation de cette exclusion transforma son rejet public en un ultime acte de service royal. Camilla reprit sa place habituelle lors du prochain conseil de famille. Aucun dossier de continuité ne l'attendait. Ne
L'espace vide sur la table traçait clairement la nouvelle limite. La présence n'était pas synonyme de pouvoir et la dignité n'exigeait pas de contrôle. William entra et croisa son regard. Il hocha la tête avec retenue. La reine lui rendit son signe. Charles ouvrit la séance tandis que Catherine et Anne tenaient les documents de transition qui avaient appartenu au bureau de Camilla. Le verdict était sans appel. Camilla perdait sa place dans la future structure de la monarchie, mais conservait la sienne dans son histoire présente. William protégea la succession sans contraindre son père à abandonner son épouse. Charles comprit que l'amour ne pouvait effacer les limites constitutionnelles. Il pouvait seulement aider à les surmonter. Les portes du palais s'étaient refermées sur Camilla, humiliée. Lorsqu'elles s'ouvrirent à nouveau, elle revint sous une autre forme, non plus maîtresse de l'avenir de la couronne, mais en reine ayant choisi sa survie plutôt que son propre pouvoir.